super. Docteur, vous pouvez lancer l'enregistrement. Super. Alors, bonjour à tous. Bienvenue et merci de participer à notre masterclass. Je m'appelle Daphné et j'assiste aujourd'hui Dr Michel Afadi, qui est fondatrice du cabinet CCAF. Et aujourd'hui, nous discuterons du stress et de la détente. Notre parcours de 8 semaines nous amène dans un voyage sur la psychocybernétique qui complète les techniques actuelles dites d'éveil ou de développement du potentiel humain. La psychocybernétique nous livre la méthode pour appliquer les principes de la cybernétique afin de programmer notre subconscient dans le but de rendre notre vie quotidienne plus efficace et plus épanouie. La psychocybernétique nous apprend également comment se connecter sur cet élément intérieur qui ensuite opérera sur notre comportement. C'est cet élément interne, le subconscient, et sa nouvelle mémoire qui doit opérer automatiquement en dehors de la conscience rationnelle. Il est donc nécessaire de supprimer momentanément la critique, le jugement au cours du déroulement dynamique des nouvelles forces cherchant à se mettre en place. La pratique de la psychocybernétique et de son application dans l'image de soi comporte néanmoins un danger si ces principes sont mal appliqués. C'est de nous faire devenir le contraire de ce que nous recherchons. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. Et pourquoi, à votre avis? Si le développement d'une nouvelle image de soi ne fait appel qu'au niveau mental, celui-ci étant régi par le mode binaire, il va rétablir son équilibre en réalisant l'opposé de notre désir, lequel n'était qu'intellectuel. Pour réussir, il vous appartient donc de faire appel à tous les niveaux de votre être, les niveaux physiques, émotionnels, intellectuels et idéal, le tout englobé dans un processus d'imagerie intérieure ou d'imagination active. Ainsi, l'image de soi n'est pas un procédé pour agir sur les autres, sur le monde extérieur. L'image de soi n'est efficace que dans la mesure où elle s'exerce sur nous-mêmes en tant que création à la fois extérieure et intérieure. Alors, installez-vous confortablement et suivez avec moi Dr Michel Afadi dans cette 5e session sur la maîtrise de l'image de soi qui va traiter principalement du rôle du stress et de la détente dans le déclenchement du mécanisme de réussite automatique. Je vous passe le micro, docteur. Merci Daphné. Merci Daphné pour cette présentation. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Et sans plus tarder, donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet sur ce parcours de la maîtrise de l'image du soi, qui est un parcours de 8 semaines. Et nous sommes aujourd'hui à la 5e semaine. Nous avons déjà vu l'image de soi. Nous avons fait une introduction pour savoir de quoi nous voulons parler au cours de cette masterclass. Nous avons vu la structure de l'image de soi, le pouvoir de l'imagination créatrice, qu'est-ce qu'on appelle le mécanisme de défaillance automatique. Et aujourd'hui, nous allons voir le rôle que joue le stress et la détente dans le déclenchement de ce mécanisme de réussite automatique. Mais pour permettre à tout un chacun de pouvoir suivre normalement le cours, prendre le train en marche, comme on dit, nous allons faire quand même un rappel de ce qui a été fait jusque-là. Donc, nous avons vu qu'est-ce que l'image de soi. L'image de soi, c'est le plafond de notre potentiel et de comment nous pouvons manifester ce potentiel-là. Mais plus concrètement, l'image de soi, c'est l'image des idées sur nous-mêmes qui ont été placées dans notre esprit par d'autres personnes avant que nous puissions penser par nous-mêmes. Ça veut dire quoi concrètement? Que l'image de soi se construit lorsque nous sommes enfants, avant l'âge de 12 ans. Ça commence beaucoup plus profondément dès notre naissance jusqu'à 6 ans. Donc, toutes les personnes qui se sont occupées de nous pendant cette période-là, ce sont ces personnes-là qui, tout ce que nous aurons entendu, parce qu'en ce moment-là, ce n'est que notre subconscient qui est actif, notre partie consciente n'est pas active, la raison ne vient qu'à l'âge de 7 ans. Donc, nous sommes comme une éponge et nous absorbons tout ce que notre entourage dit, fait et exprime. Donc, nous avons cette image et lorsqu'on nous dit ah, tu es un enfant intelligent en ce moment-là, ça s'imprime en nous. Tu es un enfant turbulent, ça s'imprime en nous. Tu es un enfant trop lent, ça s'imprime en nous. Donc, c'est ça. Et c'est l'ensemble de toutes ces idées-là qui forment ce qu'on appelle l'image de soi. Alors, quelqu'un va dire, notamment Charles Poisson, que plus l'image de soi d'un individu est grande, plus son champ des possibles sera grand et moins il percevra les choses impossibles. Vous commencez à voir déjà
quel est le rôle de l'image de soi dans le champ de notre potentiel, dans le champ des possibilités. Alors, dans cette affaire d'image de soi, dans cette idée, dans cette conception, dans cette notion de l'image de soi, l'imagination va jouer un grand rôle. Parce que seule l'imagination peut nous aider à changer cette image de soi pour peu que cette image de soi soit négative et soit un élément bloquant dans la manifestation de notre potentiel. Donc, l'imagination est donc la première clé dans le mécanisme de réussite. Alors, pourquoi utiliser le pouvoir de l'imagination créatrice? C'est tout simplement parce que l'imagination est plus puissante que la connaissance. La connaissance va nous permettre, notamment le raisonnement, la logique, d'aller d'un point A à un point B. Mais l'imagination va nous amener, par contre, partout. Et c'est Einstein qui le dit. Tout le monde connaît Einstein. L'imagination créative nous donne donc la capacité de créer et de créer la meilleure version de nous-mêmes. Nous allons utiliser le pouvoir de l'imagination créatrice parce que l'esprit ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé de façon vivante. De sorte que tout ce que nous allons imaginer, notre esprit va le prendre pour vrai. À partir du moment où notre esprit le prend pour vrai, ça va se manifester dans notre réalité concrète. Nous pouvons donc utiliser notre imagination pour concevoir notre vie en passant à l'avance à tout ce que nous voulons réaliser. Nous pouvons utiliser notre esprit pour réfléchir à qui nous devons devenir pour atteindre nos objectifs. Nous pouvons commencer à utiliser notre esprit pour développer les compétences, les connaissances et l'expérience nécessaires pour devenir la personne que nous souhaitons devenir. Nous avons vu dans la section 2, la section 3 plutôt, la semaine 3, la structure de l'image de soi. L'image de soi est composée donc des émotions que nous avons eues, des émotions négatives comme positives, des habitudes saines comme malsaines, des croyances vraies ou fausses et de la perception que nous avons de l'opinion que les autres ont de nous. Cette structure de l'image de soi, l'élément le plus important, le plus impactant dans cette structure, ce sont les croyances. En effet, les croyances sont le résultat d'un processus d'apprentissage, mais qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Nous ne commençons pas nos vies avec des croyances, mais nous les acquérons au fil du temps. Et notre apprentissage précoce de ces croyances façonne notre apprentissage futur. Et les croyances sont en fait une stratégie pour interpréter et trouver un sens à la vie. C'est pour ça que lorsque nous allons à l'église, c'est une croyance. Nous croyons en Dieu et ça nous permet de trouver un sens à notre vie. Mais cette croyance n'est pas la seule dans notre vie. Nous avons beaucoup d'autres croyances qui ne sont pas forcément validées et qui impactent notre vie d'une manière ou d'une autre. Les croyances, une fois qu'elles sont installées, exigent une expression concrète dans notre vie matérielle. Les croyances, la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent être modifiées de la même manière qu'elles ont été formées. Alors, nous avons parlé ensuite, en semaine 4, du mécanisme de défaillance automatique. Nous avons dit qu'il y a des croyances. Nous avons des croyances qui sont soit négatives, soit positives. Il y a des croyances qui sont en effet très utiles, qui nous aident à fonctionner dans notre monde et à avoir une opinion positive des choses. Cela nous donne le sentiment de bien faire. Mais il y a des croyances qui ne nous sont d'aucune utilité aujourd'hui. Elles nous empêchent de fonctionner pleinement dans notre monde et nous donnent par conséquent l'impression de ne pas aller bien. Alors, nous avons acquis des croyances qui nous servent. Nous avons également acquis des croyances qui nous servaient autrefois, mais qui nous maintiennent aujourd'hui coincés là où nous ne voulons pas être. Et la structure de ces deux types de croyances est la même, mais l'impact sur nos vies est très, très différent selon que la croyance soit validée ou non validée. C'est-à-dire qu'il y a des croyances qui sont vraies, il y a des croyances qui sont fausses. Alors, que va-t-il se passer lorsque nous allons vouloir changer maintenant ces croyances, lorsque nous allons comprendre que cette croyance en laquelle
j'avais mis tout mon espoir, cette croyance dans laquelle j'avais mis tout mon cœur n'est pas une croyance vraie. Il va se passer quelque chose qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que vous allez connaître un stress psychologique parce que vous allez être confronté à plusieurs croyances contradictoires qui vont l'un à l'encontre de l'autre. Et par exemple, vous avez une croyance négative sur vous-même et vous avez décidé que vous voulez changer cette croyance. On vous a dit, vous êtes quelqu'un qui ne peut pas arriver à devenir un informaticien chevronné. Et vous voulez changer cette croyance parce que vous avez envie d'être un informaticien exceptionnel. Alors, vous allez commencer à vous dire, je suis un informaticien exceptionnel, je vais y arriver. Alors, il va se passer quelque chose. Il va se passer un stress parce que l'autre croyance selon laquelle vous ne pourrez pas y arriver va créer en vous un conflit. Et ce conflit-là va vous mettre mal à l'aise, va vous mettre dans une zone d'inconfort. Il va falloir régler ce conflit d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, le moyen de régler ce conflit passe par une voie qui est largement ouverte, qui est la voie de la facilité, et une voie étroite qui est la voie de la croissance, qui est la voie du courage, qui est la voie de la persévérance. Et il va se passer quelque chose, c'est que les personnes vont abandonner ce qu'elles veulent pour ce qui leur est familier, c'est-à-dire pour la facilité. Et vont rentrer donc dans un mécanisme de défense automatique. Je veux devenir un informaticien excellent, mais c'est trop difficile de maintenir cette idée dans ma tête, de faire un plan pour pouvoir y arriver, de maintenir de manière constante et d'être focus sur cet objectif. Et cette voie étant la voie de la croissance, va me sortir de ma zone de confort, va me sortir de ma zone de sécurité et va nécessiter un certain travail sur moi. Ne pouvant pas le faire, soit j'abandonne et je rentre dans ce que les gens appellent communément la malchance. Alors, voilà donc ce que c'est que le mécanisme de défense automatique. C'est là le nœud de ce que nous sommes en train de parler, de ce que nous sommes en train de dire depuis le début. Comment donc inverser ce mécanisme de défense automatique pour enclencher le mécanisme de réussite automatique. Parce qu'il y aura des croyances existantes qui vont se heurter aux nouvelles idées que nous envisageons maintenant que nous sommes adultes, maintenant que nous pensons à la personne que nous voulons devenir. Il va falloir prendre une décision pour ne pas tomber donc, dans ce mécanisme de défense. Cette décision n'est pas le fruit d'un processus décisionnel conscient et rapide. Elle nécessite une préparation. Elle nécessite de prendre une décision, elle nécessite de la discipline, elle nécessite de la détermination. Alors, il va devenir très évident que vous allez reconnaître maintenant les croyances qui sont complètement illogiques et qui défient toute raison. Mais comme vous n'y avez jamais réfléchi comme moi dans le temps, vous n'avez jamais vraiment remarqué à quel point le raisonnement est fragile. Donc, le premier pas pour pouvoir rentrer dans ce processus de mécanisme de réussite automatique, c'est de réévaluer les croyances. Il est nécessaire donc de réévaluer les vieilles croyances, de les examiner de manière rationnelle et sans émotion, en dehors du contexte dans lequel elles contrôlent normalement et automatiquement notre comportement, nos pensées, nos sentiments, afin de ne pas vivre une vie par défaut, mais de vivre une vie que nous avons choisie, une vie que nous avons désirée, au lieu de vivre une vie qui nous est imposée par nos croyances, par nos habitudes, par nos émotions, de manière automatique. Alors, la première étape pour réévaluer nos croyances, pour reprendre le contrôle, est de comprendre que nous avons ces croyances qui sont le résultat d'un processus d'apprentissage. Et donc, elles ne sont pas le reflet de la réalité. Il faut que nous comprenions ce premier principe que les croyances ne sont pas forcément
le reflet de la réalité. La deuxième étape, c'est de commencer à construire une image de la personne que vous voulez être afin d'avoir les choses que vous voulez avoir et afin de devenir la meilleure version de vous-même. Cela va vous confronter. Je vous prie de fermer vos micros, s'il vous plaît, parce que ça interfère. Voilà, merci. Donc, en voulant construire cette image, vous allez être confronté à la dissonance cognitive. Il s'agira donc de vous déshypnotiser des fausses croyances, des croyances qui ne sont pas vraies et qui vous empoisonnent la vie. Mais il faut pouvoir les identifier et les reconnaître et s'engager de manière très intentionnelle dans un programme de croissance. Aujourd'hui, nous allons voir comment le stress et la détente permettent de rentrer dans ce processus, permettent en fait de faciliter ce processus de déshypnotisation de nos croyances limitantes, de nos croyances bloquantes. De quoi s'agit-il? Le docteur Maxwell Maltz, qui est celui qui a créé la psychocybernétique, dont est issue la maîtrise de l'image de soi, dit ceci. Les personnes qui réussissent sont capables de surmonter les crises en se détendant. Il y a une faute ici. En se détendant, quelle que soit la situation extérieure. Oui. Et il s'agit de quoi? Nous voulons parler d'abord du stress. Depuis quelque temps, en effet, le mot stress fait recette. Tout le monde parle du stress. Le 20e siècle et aujourd'hui le 21e siècle ne font que parler du stress. Nous vivons à l'âge du stress. L'inquiétude, l'angoisse, l'insomnie, l'ulcère sont le tribut payé au monde qui nous environne. Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que c'est irréversible? Le docteur Maxwell dit que lui, il pense que non, ce n'est pas irréversible. Nous pouvons vivre sans ce lourd fardeau d'anxiété, de tension. Nous pouvons nous en défaire si nous reconnaissons cette vérité. Quelle que soit l'époque, le Créateur a mis entre nos mains tous les éléments nécessaires à une vie réussie en nous dotant d'un mécanisme créateur interne que malheureusement nous ignorons. Nous voulons tout faire et résoudre nos problèmes par la seule pensée consciente du néocortex, c'est-à-dire de notre conscience, de notre cerveau, de la partie consciente de notre cerveau plus précisément. On peut assimiler ce néocortex à l'opérateur d'un cerveau électronique ou de n'importe quel autre cerveau mécanisme. C'est le néocortex qui nous fait dire « je » et prendre conscience de notre identité. C'est grâce à lui que notre imagination peut s'exercer en vue d'un but. C'est lui qui rassemble l'information, note les observations, évalue les données transmises par les sens et porte des jugements. Mais il ne peut pas créer, pas plus qu'un opérateur de cerveau électronique, il ne peut effectuer le travail. Il ne peut que penser. Son rôle est de découvrir les problèmes et aussi de poser des problèmes. Mais de par la nature même dont il est conçu, il ne peut pas résoudre les problèmes qu'il a identifiés. C'est pourtant ce que l'homme moderne essaie précisément de faire, que la pensée consciente résolve tous ces problèmes. L'homme moderne a tendance à être trop dépendant de son cerveau. Cela le rend préoccupé, craintif, angoissé par l'idée du résultat. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si nous voulons que nos courants d'idées et de désirs soient abondants, variés et efficaces, il va falloir prendre l'habitude de les libérer de l'influence inhibitrice de la réflexion et de la préoccupation obsessionnelle de leur bonne réalisation. Une telle habitude se forge comme n'importe quelle autre. Et cette étude nous vient de William James. C'est des études scientifiques qui ont été menées sur comment l'homme arrive à réussir dans la vie, sur comment l'homme arrive à atteindre ses objectifs, comment l'homme arrive à réaliser son plein potentiel. Il va sans dire que la prudence, le devoir, l'égard pour soi, la force de l'ambition
et le sentiment d'ancienneté jouent bien sûr un rôle utile dans notre vie, mais il faut les réserver, si possible, pour les seuls moments où nous prenons une décision grave et établissons notre plan de campagne. Ne les mêlons pas constamment au moindre détail. Une fois la décision prise et en passe d'être exécutée, il faut abdiquer absolument toute responsabilité et toute inquiétude du résultat. En un mot, débloquez votre mécanisme intellectuel et pratique et laissez-le agir à sa guise. Il vous rendra 2 fois plus de service de cette façon. Des personnes qui avaient en vain essayé de se débarrasser par des efforts conscients de leurs angoisses, de leurs soucis, de leurs sentiments de culpabilité ou d'infériorité, parvinrent à se débarrasser de tout ça à leur plus grande surprise, dès lors qu'ils ont stoppé cette lutte inconsciente et abandonné l'idée de résoudre leurs difficultés par le raisonnement. La route du succès, comme en témoignent de nombreuses confessions authentiques, passe donc non pas l'activité, mais par l'abdication, non pas l'attention, mais par la relaxation. Ne vous sentez plus responsable, lâchez du lest, remettez la charge de votre destinée à des forces plus puissantes. Soyez absolument indifférent à tout ce qui peut s'en suivre. Il s'agit de quoi concrètement? Nous parlons ici du lâcher-prise. Il s'agit d'écarter un instant notre petit moi, toujours agité, pour s'apercevoir de la présence en nous d'un moi plus majestueux. La régénération physique et morale qui découle de la cessation de tout effort, les résultats de cet optimisme confiant, de cette confiance, grand ou petit, lent ou rapide, sont des faits humains indiscutables, quelle qu'en soit l'explication dernière que chacun voudra y donner. Tout effort conscient inhibe et bloque le mécanisme créateur automatique. Les gens qui sont mal à l'aise en société le sont uniquement parce qu'ils sont trop concentrés, trop angoissés à chercher à bien faire. Comprendre ce qui se passe dans notre merveilleux corps lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes peut nous aider donc à mieux gérer le stress et cela peut aussi nous aider à apprendre à nous détendre. Apprendre comment notre corps se détend peut nous aider donc à mieux nous détendre, nous aider à nous relaxer beaucoup plus profondément et beaucoup plus rapidement. Et une combinaison de compréhension donc, de la physiologie du stress et de la physiologie de la relaxation associée à la pratique régulière de techniques et d'exercices de relaxation peut vraiment vous équiper pour faire face aux défis constants de la vie au XXIe siècle. Il va sans dire que si vous lâchez prise sur les événements et apprenez à vous relaxer, vous pourrez avoir assez de recul pour identifier aisément tout ce qui bloque la réalisation plutôt de votre plein potentiel. Vous pourrez débloquer votre mécanisme de succès automatique. Alors, comment cela va-t-il se passer? C'est vous qui vous engagez, c'est vous qui prenez la décision. Il y a un jour seulement dans votre vie où vous allez vous décider, vous allez dire, j'en ai assez, il faut que ça cesse. Et vous allez vous engager dans un processus. Et pour vous engager dans ce processus, il va falloir que vous appreniez à mieux vous connaître et à identifier vos croyances. Ces croyances ne vous viendront pas automatiquement à l'esprit le jour où vous allez prendre votre bloc-notes et vous allez vous asseoir pour dire, bon, aujourd'hui, je vais connaître mes croyances. Les croyances apparaissent lors des événements, lorsque nous sommes confrontés à des situations et que nous sommes obligés de prendre des décisions. Ces croyances se manifestent de manière quasi automatique dans notre vie. Nous n'en sommes même pas forcément conscients. Alors, pour pouvoir identifier donc correctement les croyances-là, qu'elles soient positives ou négatives, il va falloir faire un test de personnalité. Le test de personnalité va vous mettre en situation où vous allez répondre à un certain nombre de questions au cours desquelles vous allez faire apparaître ce en quoi vous croyez d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une analyse comportementale qui va vous permettre de mieux vous connaître, de connaître vos forces et vos limites et par conséquent vos axes de développement personnel.
Vous avez ensuite un deuxième niveau d'engagement. Vous avez pu identifier vos forces et vos faiblesses, vous avez identifié vos croyances, mais vous voulez passer à la phase supérieure. Vous voulez renouveler votre image de soi afin de mieux atteindre vos objectifs. Il va falloir rentrer dans un programme de croissance. Et c'est en ce moment-là que vous pouvez faire appel à un coach de votre choix pour rentrer dans ce que nous appelons un programme personnalisé où vous allez prendre le temps, un temps qui sera exclusivement pour votre croissance, qui va vous permettre de détruire donc ce mécanisme de défaillance automatique qui agit dans votre vie de manière automatique et qui bloque la réalisation de votre plein potentiel. Il y a un autre niveau d'engagement pour les personnes qui sont intéressées à être formateurs, à être conférenciers, à être coach, ou bien des personnes qui sont à des niveaux de responsabilité, mais qui veulent passer à un autre niveau dans leur plan de vie, qui est le programme de certification John Maxwell. C'est un programme qui va vous donner la possibilité d'amener votre leadership et votre vie à un niveau supérieur. Si vous avez besoin de plus de lucidité pour les prochaines étapes de votre vie, ce programme est le vôtre. Si vous avez atteint un plafond dans votre leadership qui vous fait vous sentir pris au piège, ce programme est le vôtre. Si vous avez le désir de vous orienter vers une carrière de formateur, de coach, de conférencier, ce programme est le vôtre. Si vous souhaitez rejoindre une communauté de pairs très performants, ce programme est le vôtre. Si vous désirez aller au-delà de la réussite et vivre une vie ayant du sens, ce programme est le vôtre. Alors, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, si vous ne voulez pas que l'histoire se répète, il va falloir que vous changez. Vous avez les clés, vous avez les outils, la décision vous appartient. Pour prendre un rendez-vous exploratoire, Daphné va mettre ce lien dans le chat pour que vous puissiez prendre un rendez-vous pour en savoir plus. Sinon, le numéro WhatsApp est là et pour pouvoir prendre directement contact avec moi, le 229 99 44 81 81. Je vous remercie de votre écoute et je passe la parole à Daphné pour la suite de ce programme. Oui, merci beaucoup pour cette superbe session, Dr. Michel, comme d'habitude. Alors, je vais vous parler du Dr. Michel. Dr. Michel a fait 22 ans en entreprise. Elle est exécutive mindset, coach certifié, conseillère du programme John Maxwell Team, experte en système de management de la qualité et en gestion du changement, docteur en sciences de gestion, praticienne disque et force motrice, créatrice de l'Académie du Mindset. Elle aide essentiellement les dirigeants, les cadres, les auditeurs internes, les responsables qualité et les entrepreneurs à développer leur mindset, leur état d'esprit, leur vie, leur carrière et leur business. Elle aide aussi ceux qui désirent du coaching de haute performance afin d'avoir clarté et redevabilité. Elle aide aussi les cadres, les formateurs, les coachs, les conférenciers et entrepreneurs à atteindre leur plein potentiel, rapport à soi, rapport aux autres, rapport à la réussite. Alors, pour découvrir tous nos services, rendez-vous sur notre plateforme de formation, ckcoaching.com. Je vais vous partager tous les liens dans le chat, dans la discussion. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou à lever la main, ouvrir votre micro et parler directement. Entre-temps, nous avons été rejoints par Arthur Sosa Ndiaye. Bonjour Ndiaye, merci de nous avoir rejoints. Nous avons été rejoints par Conta et Martial aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je regarde rapidement, je vérifie si les questions dans le chat. Alors, entre-temps, docteur, il y a eu des préoccupations avant le début de la section. Oui. Donc, je reprends. Il y a M. Clément qui demande à apprendre de nouvelles recettes pour avoir une meilleure maîtrise de moi-même. Oui, dans le public. J'ai les réponses. J'ai déjà noté tout ce qui avait été dit. Okay. Merci beaucoup, Daphné. Alors,
les participants ont demandé comment faire pour maîtriser leur image de soi. Je crois que tout le long de cette présentation, nous avons montré comment faire pour maîtriser l'image de soi, notamment comment faire pour maîtriser déjà le processus de défaillance automatique, comment inverser la tendance du processus de défaillance automatique. Comment améliorer l'image de soi dans mes affaires, c'est déjà d'identifier les croyances que vous avez de vous-même sur les affaires, quel homme d'affaires vous êtes, comment vous représentez-vous, quelle femme d'affaires vous êtes, comment vous représentez-vous, quelles sont les croyances que vous avez du monde des affaires, du monde de l'argent, du monde de la corruption, du monde de l'intégrité, du monde de l'éthique. Toutes ces croyances-là, vous devez savoir, vous devez les identifier. Et ça ne se fait pas un processus facile, ce n'est pas un processus conscient. Comment dominer ces instincts? Il faut déjà reconnaître de quels instincts il s'agit. Et un test de personnalité va vous permettre de mieux vous connaître, de connaître ces faiblesses qui sont en vous. Comment découvrir les outils appropriés à la maîtrise de l'image de soi? C'est de rentrer, c'est de prendre le programme. C'est de prendre le programme de coaching personnalisé. Est-ce que quelqu'un peut éteindre son micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond. Okay. Voilà, merci beaucoup. Donc, découvrir les outils appropriés pour la maîtrise de l'image de soi, c'est évidemment de rentrer dans le programme de coaching personnalisé pour lequel Daphné va bien vouloir mettre le lien dans le chat. Apprendre de nouvelles recettes sur soi-même pour l'image de soi, c'est la même réponse que j'ai, c'est-à-dire rentrer dans un programme de croissance sur la maîtrise de l'image de soi. Je vous remercie et j'espère avoir répondu aux attentes de tout un chacun. Mais j'ai lu une question, un débat qui a été lancé par un monsieur dans le chat qui dit que lui, il n'est pas d'accord avec l'idée selon laquelle les croyances que nous avons n'ont pas une influence sur nous. C'est-à-dire qu'il a eu une croyance, mais que cette croyance a eu un effet tout à fait contraire sur sa vie. C'est-à-dire qu'il a connu une expérience contraire à ce que nous avons. Il connaît beaucoup de gens qui sont meilleurs dans leur vie professionnelle et autres parce qu'elles ont eu une mauvaise croyance, mais elles ont réussi à inverser cette croyance. C'est bien ça, Monsieur Armand? Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je levais quand même la main depuis. Bon. Oui, toutes nos excuses, mais il fallait que je réponde. Oui. Déjà, concernant la préoccupation ou le débat que j'ai lancé, il faut dire que vous n'avez pas bien cerné le débat. D'abord, j'ai suivi à un moment où vous avez dit, avec quelqu'un a pris la parole, il disait qu'il avait vécu quelque chose dans l'enfance et qu'on a dit qu'il a dit que les enfants, les premiers enfants d'une famille est toujours naze, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas brillants et tout. Et c'est face à cela, je dis, c'est tout le contraire parce que je suis le premier garçon de ma famille, j'ai ma grande sœur qui est première fille de la famille et elle est toujours majeure de sa promotion jusqu'à ce qu'elle trouve un bon boulot et tout. Je suis majeur de ma promotion, c'est vrai, je n'ai pas encore trouvé un bon boulot, mais je me retrouve quand même. Donc, c'est pour dire, c'est à un moment donné, il faut dire que c'est les il y en a beaucoup que je connais également qui sont premiers de leur famille, c'est-à-dire l'aîné de la famille, mais qui se retrouvent, qui sont même meilleurs que ceux qui vont. Bon, c'est face à cela que j'ai dit, c'est limité, c'est vrai, je n'ai pas contesté, mais c'est limité. C'est limité, ça dépend du type de famille. Et aussi venant maintenant à ce que nous avons acquis dans notre enfance à travers les expériences parentales, c'est que papa et maman discutent, c'est qu'il y a des problèmes par-ci, par-là. C'est vrai, ça a une influence, mais quand parce qu'il y a ce qu'on appelle l'expérience du dehors extérieur et l'expérience de la maison. Si déjà, à l'extérieur, vous avez quand même une certaine domination, si vous avez quand même une certaine expérience du dehors qui vous permet quand même de dire, bon, ce que papa et maman fait, c'est mauvais, c'est le temps, ils sont en train de faire des bêtises et tout. Vous arrivez quand même à un moment donné de voir
nécessaire. Je prends un exemple très simple que j'ai vu. Oui. Le père et la mère, c'est un ami, déjà à l'âge de 11 ans, 12 ans, jusqu'à 15 ans, papa et maman discutent toujours dans la chambre, toujours dans la chambre. C'est-à-dire, il y a toujours un problème qu'ils vont régler. Maintenant, à un moment donné, déjà à l'âge de 13 ans, on discutait entre enfants et tout, mais le jeune homme faisait comprendre que les filles sont mauvaises, que les filles ne respectent pas, que c'est comme ça, maman et autres, et son père, maman ne respecte pas son père et tout. Mais automatiquement, il y a une dame là qui l'a récupéré et qui l'a dit non, ce n'est pas ça. Enfin, en son temps, elle a eu à donner des conseils qui, jusqu'aujourd'hui, ont marqué cet individu. Même la dernière fois, on s'est rencontrés, on discutait, le sujet est venu. Et il me disait que c'est ce jour-là qu'on l'a changé d'avis, qu'on l'a fait changer d'avis, c'est vrai. Ce qui est dans la chambre, c'est autre. Mais qu'on l'a fait changer d'avis d'une manière ou d'une autre, ou qu'on l'a fait même comprendre que ce que papa et maman font dans la chambre, là, c'est n'importe quoi et tout. Il ne faut pas considérer ça. Les femmes sont meilleures, c'est d'ailleurs une maman qui t'a mis au monde, c'est d'ailleurs c'est parce qu'elle a accepté de supporter pendant les 9 mois et tout. Bon, ça l'a marqué d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est également pour dire, oui, les expériences internes, c'est-à-dire de la maison, c'est vrai, de l'enfant, c'est vrai, mais quand vous voulez monter, vous voulez aller à l'âge adulte, c'est que vous avez trouvé, comme les formations et autres coaching dont vous parlez, si vous avez eu cette possibilité de suivre ces choses, vous arrivez quand même à changer de manière de penser, manière d'agir et manière donc de réfléchir. Donc voilà, c'est également pour dire, ouais, voilà, c'est limité dans une certaine mesure, mais c'est ça, en fait, dans une autre mesure. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Clément, et merci pour votre riche contribution. Effectivement, les croyances sont différentes d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre, et tout dépend de la manière dont cette croyance vous a été inculquée. Donc, ce qui a un fort retentissement chez quelqu'un peut ne pas avoir ce même retentissement chez quelqu'un d'autre. Donc, la croyance dont nous avons parlé n'est qu'un exemple de croyance. Moi, j'ai parlé de mon expérience à moi, de ce qui m'a impacté. Mais dans votre cas, ça peut ne pas vous avoir impacté de manière aussi négative. C'est ça le jeu de la croyance. Les croyances sont personnelles. Elles sont personnelles à nous. Tout ce que nous avons reçu dans notre enfance ne sera pas la même d'une personne à l'autre dans la même famille, parce que les expériences que nos parents sont en train de vivre au moment où nous sommes en train de grandir ne sont pas linéaires d'une année à 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Eux aussi sont dans un autre processus d'évolution et cela impacte chacun de nous selon l'âge que nous avons pendant que nous traversons ces périodes avec eux. Je vous remercie infiniment. Ce débat nous permet d'approfondir et d'enrichir vraiment ce que nous sommes en train d'apprendre ici. Nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. Merci à ceux qui sont arrivés dernièrement et qui vont quand même avoir la chance de prendre tous les liens qui sont dans le chat pour en savoir plus sur ce que nous avons partagé ce matin. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que nous avons répondu à toutes les attentes? Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro ou à poser vos questions dans le chat. Je crois qu'on a eu une question. Oui. Il y a Angèle qui demande qu'elle voulait savoir le temps massif de l'inversion. Je ne sais pas si Angèle peut ouvrir son micro pour nous clarifier sa question. Oui. Je n'ai pas entendu. Elle veut savoir le temps massif de l'inversion. De l'inversion. Ça dépend de tout un chacun. C'est un travail sur soi. C'est un travail sur soi. Et il y a un chercheur qui a écrit que pour prendre une nouvelle habitude, il faut un minimum de 21 jours pour changer une habitude. Pour changer une habitude, il faut remplacer la mauvaise habitude par la nouvelle. Il faut changer l'ancienne habitude par la nouvelle habitude, et ce, de manière constante pendant 21 jours. Il y a d'autres chercheurs qui ont dit qu'il faut le faire pendant 21 jours fois 3, soit pendant 63 jours, je crois, bien 66. 3 mois. Voilà. Donc,
au moins, il faut 3 mois, quoi. C'est-à-dire entre 21 jours, 3 semaines à 3 mois pour pouvoir commencer à sentir donc le changement dans notre vie. À partir de 3 semaines, de manière constante, de manière consistante et de manière régulière. Angèle, nous avons répondu à votre question. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie. Je remercie tout un chacun et je vous souhaite une bonne continuité dans votre... Moi, j'ai lancé une question dans le chat. Voilà. Oui, oui, nous allons vous répondre. Nous allons vous répondre. Est-ce que vous pouvez nous laisser votre mail, s'il vous plaît? Vous avez... Il n'y a pas de souci. Je laisse ça. Voilà. Merci. Ok, c'est bon. Nous avons répondu à Angèle, c'est bon pour Angèle. Il y a Amand qui demande s'il peut recevoir les enregistrements par mail. Bon, par rapport au replay de nos sessions précédentes, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de CCAF, aller sur YouTube, taper CCAF Coaching et vous allez trouver notre chaîne YouTube et puis tous les replays disponibles dessus. C'est bon, Amand? Alors, oui, c'est bon. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En temps, nous avons été rejoints par Ndiaye, Sosa, Martial et Conta et Arthur. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Nous allons devoir arrêter cette classe parce que nous avons une autre classe qui démarre tout à l'heure. Et je vous remercie de votre présence, de votre contribution et vous dis donc à samedi prochain. Je souhaite par anticipation à tous les papas, bonne fête des pères et très bonne fête à tous. Et je demande au moment de contribuer richement à faire de la fête des pères une très belle fête. Merci à tous. Bon week-end et à bientôt. Au revoir. Tous les liens sont dans le chat. Donc, prenez le temps de copier les liens avant qu'on ferme la réunion. Merci pour votre participation. Merci d'avoir été là. Et on souhaite vous retrouver pour la 6e session samedi prochain à 10h. Comme vous avez été nombreux à venir à l'heure, nous souhaitons que vous soyez nombreux aussi également à venir avant 10h pour que nous démarrons bien la session. Voilà. Merci à tous.